Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une facette peu connue de l'archéologie au Québec, c'est-à-dire d'une part, de façon plus large, les analyses spécialisées en laboratoire, dont on n'entend pas parler souvent, ça se fait un peu caché, mais c'est quelque chose qui est très dynamique au Québec et en particulier à l'Université Laval. Donc, dans les laboratoires d'archéologie de l'Université Laval, se trouve un laboratoire d'analyse de la pierre taillée dirigé par M. Jacques Chabot. Et dans ce laboratoire, on fait, moi en particulier avec M. Chabot, on fait des analyses tracéologiques. Qu'est-ce que la tracéologie? En fait, ça consiste à faire en sorte de développer des moyens pour faire parler les outils. Il s'agit de regarder l'outil presque de l'intérieur, c'est-à-dire au microscope à fort grossissement, afin de repérer des traces d'utilisation qui vont être typiques d'un mode d'utilisation particulier, d'un geste et d'une fonction. Donc, le but, c'est de retrouver la fonction réelle des outils, ce qui peut paraître évident à première vue parce qu'on se dit, bon, si je trouve une pointe ou un grattoir sur un site, c'est nécessairement de la chasse. Ça servait à chasser, ça servait à gratter une peau. Mais en fait, il y a plus de subtilité que ça et on le découvre au fil des analyses tracéologiques. Donc, en quoi consiste la tracéologie? C'est la compréhension des dynamiques d'usure sur différents matériaux parce que les outils sont fabriqués dans différents types de pierres et il faut comprendre comment s'usent toutes ces pierres-là. Les dynamiques d'usure qui vont être associées à différentes fonctions afin de dégager des combinaisons de traces diagnostiques. Donc, le mot-clé ici, c'est diagnostic parce que c'est ça qu'on veut faire en analysant les outils en pierre. On veut établir un diagnostic de fonction. Par contre, il y a un besoin en dessous de ça, on a besoin de créer des référentiels expérimentaux parce qu'on ne peut pas comprendre et lire une trace, une combinaison de traces, si on ne comprend pas comment elles se sont développées. Donc, c'est ça le gros enjeu en tracéologie, c'est le développement de référentiels expérimentaux qui demandent beaucoup de temps et d'énergie et j'oserais même dire de passion. La tracéologie, en fait, c'est l'analyse des stigmates causés par une utilisation. On doit utiliser pour ça un microscope à fort grossissement qui va venir compléter les observations qu'on fait à l'œil nu depuis... déjà, on avait tendance à regarder à l'œil nu, il a l'air d'avoir des... je prends un outil, par exemple, une pointe, ça a l'air d'avoir été utilisé, là, j'ai des petits enlèvements ici. Mais ce type d'observation-là ne permet pas de diagnostiquer une fonction comme telle. Donc, on doit utiliser un microscope à fort grossissement. Donc, on grossit 100 fois 200 pour les chertes, les silex, ces choses-là. 400 fois, 500 fois pour les quartz et les quartzites, c'est des cristaux de quartz. Donc, on doit aller regarder. C'est pas le même type de trace du tout. Donc, il faut aller regarder avec un plus fort grossissement. Ensuite, il va falloir interpréter les données tracéologiques des référentiels expérimentaux pour arriver à obtenir, je dirais, un genre de lexique de lecture des traces archéologiques qui sont réellement sur les outils. Et donc, de déterminer la fonction des outils. Donc, en gros, c'est ça la tracéologie. La portion de ça que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment plus la portion référentielle expérimentale qui se cache en dessous des analyses archéologiques sur le matériel archéologique. Parce que la constitution des référentiels expérimentaux, ça se fait, sur le long terme. Parce que il faut expérimenter différentes matières lithiques, différents types de pierres sur différents matériaux qui sont susceptibles d'avoir été travaillés dans la période dans les modes de vie, dans le cadre des modes de vie paléohistoriques, donc des peaux, de l'os, du bois. Avec différents gestes, il faut expérimenter différentes fonctions, donc gratter des matériaux, couper des matériaux, percer des matériaux. Il faut faire développer les traces puis les regarder se développer au microscope après différentes durées d'utilisation. Donc, on les regarde à 0 minute là, quand ils sont complètement non affectés pour pouvoir voir de quoi a l'air la surface naturelle de l'outil. Après ça, on les regarde à 5 minutes d'utilisation pour regarder qu'est-ce qui a commencé à se développer. Après ça, ainsi de suite, jusqu'à 60-90 minutes, mais
Tout ça demande, toute cette séquence-là demande vraiment beaucoup de temps parce qu'il faut calculer le temps d'utilisation de l'outil, après ça le temps de nettoyage, le temps, on regarde au microscope, on compile les données, on traite les photos, etc., etc. Donc, comment constituer un référentiel expérimental? Il faut d'abord identifier les variables qu'on veut étudier. Donc, comme je disais, la matière première, la fonction, le geste qu'on va pratiquer, la matière qui va être travaillée, peau, os, bois, la durée d'utilisation, 0 minutes, 5 minutes, 15 minutes, à quelle séquence on va regarder nos traces se développer. Créer une base de données. La base de données va comprendre les types de traces. Est-ce que j'ai des enlèvements de la fracturation, des éclats qui sont partis? Est-ce que j'ai un poli qui s'est développé à la surface de l'outil avec la friction? Est-ce que j'ai des stries? Particulièrement sur le quartz, on va avoir des stries, c'est de la matière qui est enlevée en ligne, là. Ça forme des lignes, puis à l'intérieur de ce type de trace-là, il va y avoir plusieurs types de lignes. Est-ce que c'est une ligne continue? Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est courbe? Est-ce qu'elle est pointillée? Tout ça va révéler des fonctions différentes. Donc, je dois compiler dans ma base de données tous les types de traces que j'observe. Ensuite, je dois compiler aussi comment elles se développent, ces traces-là, à travers mes observations à 5 minutes, 15 minutes, etc. Puis, tout ça pour arriver à dégager de ma base de données des tendances, là, des combinaisons de traces qui vont être associées à une fonction qui est connue parce que c'est moi qui ai utilisé mon outil expérimental, puis qui a observé les traces se développer. Donc là, j'apprends à lire la trace, à la comprendre, comment elle s'est développée, puis à comprendre les agencements entre les traces qui vont me permettre de déduire, d'interpréter une fonction. Donc, mon référentiel expérimental, c'est non seulement mes outils que j'ai expérimentés, mais ça va être aussi toute ma base de données que je vais avoir construite, qui va me permettre de compiler mes données que j'ai lues sur mes outils expérimentaux. Il y a 2 types d'expérimentation qui sont complémentaires. Il va y avoir l'expérimentation en laboratoire qui va être extrêmement contrôlée. On établit un protocole au préalable. Il faut contrôler toutes les variables pour rendre valides les variables qu'on va compiler, les données qu'on va compiler dans notre base de données. Donc, c'est un protocole rigide avec des enregistrements systématiques des données, des observations contrôlées. On contrôle le geste, la position de l'expérimentateur pour comprendre la dynamique d'usure, puis comment elle se développe, là, comment l'usure évolue, puis surtout à pouvoir cadrer cette dynamique-là qu'on va avoir observée dans des paramètres très précis qui ont causé ce type de traces-là, pour bien comprendre. Donc, il y a aussi les expérimentations sur le terrain qui consistent à reproduire les gestes de façon plus naturelle, tel que ça se serait passé dans la vraie vie. Donc, l'avantage de ce type d'expérimentation-là, c'est pas rigide et protocolaire tel que les expérimentations en laboratoire, mais ça permet d'explorer, avoir un point de vue un peu plus instinctif de la fonction de l'outil qu'on est en train d'expérimenter. Donc, reproduire les gestes, éprouver l'outil aussi, puis comprendre les choix techniques qui risquent d'avoir été faits, puis qui peuvent entraîner de la variabilité dans les traces qui vont se développer selon les choix qui sont faits au moment du travail. Donc moi, parce que je travaillais sur des terrains avec l'Institut culturel Avatak au Nunavik, j'ai eu l'occasion de m'organiser des expérimentations sur place. On était sur un campement avec un chasseur inuit qui chassait pour nous de la viande à tous les jours pour qu'on ait de la chair fraîche à consommer et non juste des canages. Alors, un jour, il m'a ramené, il savait que je faisais des expérimentations sur place, j'avais apporté des reproductions d'outils, parce que c'est ça, les expérimentations, on fait ça sur des reproductions d'outils, là, on n'utilise pas du matériel archéologique. J'avais apporté quelques trucs, il était au courant, puis ça l'intéressait beaucoup, donc il m'a rapporté un caribou entier au campement. Parce que normalement, quand ils chassent le caribou, ils commencent par, ils dépecent, ils font un premier dépeçage primaire sur le lieu de chasse, puis ils apportent les morceaux parce que c'est très lourd, hein, un caribou en entier. Alors, mais là, il a fait une exception, il a embarqué le caribou en entier dans le canot pour me l'amener au campement, pour que je puisse le dépecer avec des outils d'inspiration paléohistorique. Donc, cette expérimentation-là m'a appris énormément de choses sur mes outils, puis ça l'a apporté, ça l'a comme peaufiné mon regard après que j'avais lorsque je faisais mes analyses tracéologiques sur du matériel archéologique.
Parce que, en fait, je voulais expérimenter en particulier des micro-lames, qui sont des lames plus petites. Tu sais, c'est le même modèle qu'une lame. C'est fait à partir d'un éclat allongé qu'on extrait d'un nucléus. Et on peut l'utiliser tel quel parce qu'il y a des tranchants naturels sur le bord de l'éclat. Les micro-lames, c'est des outils très caractéristiques de la période dorsétienne au Nunavik. Donc, j'avais emmanché des micro-lames, des reproductions de micro-lames pour pouvoir les utiliser. J'avais aussi un couteau qui ressemble peut-être à ça, là, quelque chose comme ça. Donc, ce que je voulais le plus faire, c'est expérimenter quand on enlève la peau du caribou. Parce que je soupçonnais qu'on connaît mal les fonctions réelles des micro-lames, en fait, là. C'est un outil qui semble assez multifonctionnel. Alors, c'était dans le cadre de mon doctorat, là, je voulais voir s'il était pratique pour faire ce genre de tâches-là. Donc là, effectivement, la micro-lame très coupante en quartz, là, ça s'est avéré très utile pour écharner l'animal, retirer la peau de la carcasse. Ce qui était vraiment le fun, c'est que le chasseur inuit était, puis son assistant était avec moi, ils me regardaient faire, puis ça les a vraiment impressionnés de voir qu'un outil comme ça pouvait être aussi efficace finalement, puis ils l'ont essayé eux autres aussi, puis ça a été quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, que j'ai documenté par vidéo, puis tout ça. Donc, après, j'ai aussi réalisé au fil... Là, après ça, je me suis dit, je vais dépecer l'animal au complet avec les outils que j'ai, voir ce que ça donne. Puis, j'avais vraiment un kit d'outils nettement insuffisant pour ce que j'avais à faire parce que j'ai réalisé que pour enlever par contre, désarticuler l'animal, là, tu sais, enlever les... Il faut que tu enlèves les côtes, il faut que tu enlèves les pattes, il faut que tu les désarticules, il y a des ligaments, des tendons. Ça me prenait comme des outils beaucoup plus gros, beaucoup plus forts, là, tu sais, des marteaux. J'ai pris un vrai marteau, là, puis j'ai aussi essayé d'utiliser un gros couteau de cuisine pour détacher la chair. Ce que j'avais n'était pas suffisant, puis j'ai cassé le couteau de cuisine, donc en le faisant. Donc, tout ça, ce que ça m'apprenait, c'est que, OK, des personnes animales, là, tel qu'on le voit dans les livres, quand on lit là-dessus, quand on consulte des documents ethnographiques, on se fait une idée de la tâche que ça représente, mais quand on le fait pour vrai, ça m'a inspiré quel genre de... Là, je vais utiliser un terme anglophone qui est très, très commun pour le toolkit, là. Le toolkit que ça prend pour faire un dépeçage, j'ai une idée de ce que ça prend. Puis normalement, dans les assemblages, j'ai constaté que dans les assemblages archéologiques, paléohistoriques, on repère pas nécessairement ces outils-là parce que ça peut être un simple galet qui n'aura pas de traces dessus nécessairement parce qu'il va avoir servi juste sur le lieu de dépeçage primaire, puis on le ramassera pas, on le trouvera jamais. Donc, il n'est pas dans les toolkits, mais c'est clair que ça prend quelque chose qui ressemble à un marteau. Puis dans les assemblages paléohistoriques dorsétiens, exemple, on n'a pas vraiment de marteau. Donc, en tout cas, bref, tout ça pour dire que l'expérimentation sur le terrain peut nous donner des idées, nous inspirer à sortir, puis nous aider à sortir de nos paradigmes concernant les choix technologiques et techniques qui peuvent avoir été faits dans la paléohistoire. Donc, forte de mes données ramassées sur le terrain et en laboratoire, maintenant, on se construit une base de données qui va nous servir d'outil pour, après, aller faire des analyses sur le matériel archéologique. Quand on fait une analyse tracéologique sur du matériel archéologique, les données du référentiel expérimental vont nous permettre d'interpréter les traces qu'on voit sur l'outil, mais par niveau interprétatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours arriver jusqu'à la fonction. Parce que là, il faut comprendre que l'outil qui a passé un séjour dans le sol, comparé à un séjour de des fois 4000 ans et plus, comparé à mon outil que je viens d'utiliser dans le laboratoire, tout ça, les traces vont avoir subi une certaine altération. Fait qu'il faut considérer ça. Il faut freiner notre enthousiasme à vouloir interpréter à tout prix. Donc, j'ai 4 niveaux d'interprétation. Premier niveau, tout d'abord, juste d'identifier une zone active sur l'outil, une zone qui semble avoir été utilisée. Déjà, c'est une première victoire. Je considère que si je suis capable de dire « oui, cet outil-là, j'ai une zone active dessus », j'ai localisé une combinaison de traces. Pas une trace anecdotique toute seule, elle ne voudra pas dire grand-chose. Moi, pour pouvoir l'interpréter, il faut qu'il y ait des traces qui ont un agencement ensemble. Puis ça va me parler.
Donc, déjà de localiser une combinaison, c'est la première étape. J'ai une zone active. Donc, je vais dire, c'est ce bord-là qui a servi, c'est ce bord-là, c'est la pointe. Ça peut donner pas mal d'indications sur la fonction. On peut déduire une certaine partie de la fonction de l'outil. Tu sais, je peux dire que c'est pas une pointe, c'est un couteau, parce que si j'ai une zone active sur un bord latéral et non juste sur la pointe, comme, mettons ça, tu sais, ça peut être interprété de prime abord comme « Ah, c'est une pointe » pour chasser. Mais si je détermine que j'ai une zone active ici et non juste localisée là, ben non, ça va plutôt avoir été un couteau probablement. Deuxième niveau interprétatif, l'action pratiquée. Si j'arrive à voir que ça l'a gratté ou ça l'a coupé, ça va être une organisation spécifique des traces que j'ai vues en localisant la zone active. L'organisation spécifique va peut-être me révéler une action pratiquée. Je peux aller plus loin que ça. Si les traces sont suffisamment claires puis que les types de traces sont suffisamment variés pour me permettre d'aller plus loin dans mon interprétation, je vais pouvoir évaluer la texture de la matière qui a été travaillée. Parce qu'il va y avoir des traces particulières pour une matière, une peau, mettons, si je me réfère à la chaîne opératoire de traitement d'une peau, les outils qui vont avoir gratté sur une peau extrêmement sec comme ça, mettons que je prends un grattoir, là, il va, dans le but de l'assouplir puis casser les fibres, les traces vont être bien différentes d'un grattoir qui va avoir gratté une peau souple soit pour enlever la chair au début du processus ou pour continuer le processus d'assouplissement, mais qui est plus avancé. Je peux encore aller un peu plus loin que ça. Si mes traces sont extrêmement belles puis variées, je peux avoir le type de matière travaillée. Ça va donner une combinaison il va y avoir une combinaison de traces encore plus particulière. Donc, est-ce que c'est une peau fraîche? Est-ce que c'est une peau? Est-ce que c'est une peau fraîche? Est-ce que c'est un os? Est-ce que c'est des végétaux? Puis, si j'ai réussi à avoir ces 4 niveaux interprétatifs-là, bien, 5e niveau ultime, c'est qu'on arrive à la fonction de l'outil, à définir la fonction de l'outil. Donc, c'est l'amalgame des 4 premiers niveaux d'interprétation. Qu'on explique, puis qu'on décrit, puis qu'on présente à l'intérieur en considérant la forme de l'outil. On fait une analyse. Bon, là, j'ai telle fonction qui m'est révélée. Maintenant, vu sa forme, on est où, là? Parce que là, si j'ai un grattoir, ça paraît évident, un grattoir, ça a travaillé des peaux, mais non, là, tout d'un coup, j'ai un amalgame de traces qui me dit que non, ça a servi à gratter de l'os frais. Bien là, la combinaison de cette nouvelle fonction-là et sa forme, bien, ça m'amène ailleurs. Avec le contexte, bien sûr, il faut toujours considérer est-ce que je suis dans du paléo-esquimau, paléo-inuit, est-ce que je suis dans du paléo-indien, dans l'archaïque, dans quel contexte environnemental et quel contexte culturel. Donc, j'arrive à une explication de la fonction de l'outil. Puis, si j'ai plusieurs explications de fonctions pour un assemblage qui vient d'un site en particulier, bien là, ça peut nous amener loin dans la compréhension de ce qui s'est passé sur le site, dans la compréhension des modes de vie, dans la compréhension des chaînes opératoires techniques là, de production de tous les biens dont ils avaient besoin dans le cadre d'un mode de subsistance spécifique. Donc, en somme, ce qui me permet ce que je dois faire, c'est que je dois comprendre les types de traces, les types de combinaisons qui vont avec quelle fonction de façon expérimentale. Je dois dégager de ça, quand je fais mon analyse tracéologique, je regarde mes types de traces, je regarde la morphologie de ces traces-là, je regarde leur position, leur orientation, leur intensité, leur aspect. Ça m'amène à interpréter la texture de la matière première, l'action pratiquée, la matière travaillée et ultimement, si tout va très très bien, dans le meilleur des cas, la fonction. Dans un assemblage archéologique, là, une analyse, mettons, standard, c'est certain que je vais avoir un plus fort pourcentage de succès avec des localisations de zones actives, un peu moins de texture. Je vais réussir un peu. L'autre winner, là, c'est l'action. L'action pratiquée, je réussis très, très, très souvent aussi. Quand j'ai une zone active, normalement, je suis capable de dire l'action pratiquée. Dans une un peu moindre mesure, j'arrive à dire la texture de la matière et le type de matière, qui c'est pas mal équivalent, là.
Puis, par contre, la fonction, je me garde comme une petite gêne parce que j'émets des degrés de certitude selon mes autres niveaux interprétatifs que j'ai réussi à dégager. Quand j'affirme une fonction, c'est parce que là, je suis vraiment presque sûre, mais en archéologie, on ne le dit jamais assez. Selon moi, en tout cas, puis selon beaucoup de mes collègues, on est d'accord là-dessus. En archéologie, on n'a jamais de certitude. On a juste des propositions appuyées par des données. Fait qu'on propose des choses jusqu'à temps que quelqu'un soit capable de construire par-dessus ce qu'on a déjà construit, puis émettre des propositions toujours de plus en plus précises, ou encore même infirmer ma proposition parce qu'il a été capable d'aller plus loin. Donc, c'est un travail d'équipe, l'archéologie, entre archéologues de toutes les générations, une après l'autre. Je pense qu'on construit tous un à la suite des autres. Puis c'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, à moins d'avoir de machine à voyager dans le temps, puis d'aller vraiment voir ce qui s'est passé, on n'a jamais de certitude, puis c'est un peu ça qui est excitant aussi. Que révèle la fonction d'un outil, finalement? Ça sert à quoi, là, d'aller faire tout ça pour déterminer des fonctions d'outils? En fait, la fonction d'un outil, ça va nous permettre de comprendre les modes d'utilisation réels des outils, pas juste spéculer à partir de la forme de l'outil. Parce que les formes sont, comment dire, on va trouver un couteau sur un site, puis on va le comprendre à cause de sa forme allongée, puis que nos couteaux à nous, ils ont des formes allongées, puis que ça ressemble à ça. On va dire, ah oui, c'est un couteau, puis ils s'en servent comme nous, on se sert des couteaux. Mais on appelle ça de l'analogie directe. C'est très dangereux parce que nous, on est pris dans nos propres paradigmes modernes. Donc, l'analogie forme-fonction est, comment dire, très instinctive. Puis, depuis qu'on développe de plus en plus les référentiels expérimentaux puis les analyses traciologiques, je pense que vu qu'il est possible d'aller un peu plus loin puis d'essayer d'aller confirmer ou infirmer ces fonctions-là, je crois qu'on se doit de le faire. Donc, ça permet de mieux comprendre le mode d'utilisation des outils, parce que les outils, il faut se dire que quand on a un mode de vie mobile, on va avoir tendance à ne pas transporter des outils très spécialisés pour chacune des tâches qu'on a à faire. Puis quand on est en train aussi de pratiquer une tâche, on ne va pas nécessairement « Ah bon, maintenant je suis rendu à telle étape de mon processus, je vais changer d'outil, changer dans mon manche, je vais changer de… » Fait que, on va avoir beaucoup d'outils multifonctionnels. Donc, c'est très périlleux de déterminer une fonction unique avec une forme spécifique. Donc, aussi, on va être capable, avec les fonctions des outils, en les connaissant, on va être capable d'étudier les activités qui ont été pratiquées réellement sur le site, parce qu'il va y avoir des activités pratiquées sur différents sites. Un site d'occupation va avoir une variété d'activités. Un site spécialisé de chasse ou autre, ou d'acquisition d'une ressource spécifique va avoir des activités plus limitées, plus spécialisées. Donc, de comprendre la fonction des outils qu'on a trouvés, ça va nous permettre de confirmer certaines choses qu'on pense que d'autres données nous permettent déjà de penser. Donc, après, suite à ces compréhensions-là, bien là, on arrive à dire c'est quel type de site qu'on a. Donc, est-ce que c'est un camp de chasse temporaire? C'est un site d'habitation? C'est une cache? Une cache, ça va être des outils non utilisés parce que c'est des réserves de bifaces puis d'outils préformés ou finis qu'on va se garder un peu partout pour les avoir de disponibles plus tard. Donc, il n'y aura pas de traces sur ces outils-là. Une cache à outils, un atelier de taille, etc. Des différents types de sites associés à différents types de ressources dont on a besoin. Et au final, bien, on arrive à comprendre mieux les choix techniques qui ont été faits, les choix spécifiques à différents groupes culturels, l'organisation socio-culturelle, parce que là, dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai ce que je voulais voir avec mes résultats, parce que c'est bien beau d'avoir des résultats puis des données, mais il faut les mettre dans un contexte, il faut les interpréter, il faut les faire parler, ces données-là. Donc, moi, la façon que j'avais de les faire parler, c'est que je voulais voir est-ce que la fonction de mes outils, j'étudiais la chaîne opératoire de traitement des peaux, qui, normalement, dans la paléohistoire, est plus généralement, mais là, je peux pas être trop catégorique là-dedans parce qu'il y a une certaine fluidité quand même dans tout ce qui concerne les répartitions des tâches à travers les genres, là. Mais je voulais voir si c'était pas possible de repérer le genre féminin, son aire de travail par rapport au genre masculin dans un site archéologique. Avec la détermination de l'assemblage d'outils qui a réellement servi au processus de traitement des peaux. Puis oui, il y avait une certaine tendance là, à l'intérieur du site, là, en avant,
un secteur où on avait travaillé les peaux, puis on peut penser que les femmes se regroupaient à cet endroit-là. Donc, on peut aller dans des études plus sociales, socioculturelles, puis étudier plus en profondeur les modes de subsistance avec ce type de données-là, la donnée fonctionnelle, la fonction de l'outil, qu'un archéologue peut aller chercher cette donnée-là, la combiner avec d'autres analyses spécialisées, la combiner avec ces données qu'il a trouvées, les données plus classiques qu'on trouve sur le site archéologique. Tout ça ensemble, là, c'est en mode interdisciplinaire, là, combiner ces données-là, puis arriver à aller plus loin encore dans les interprétations. Donc, en fait, exemple, en expérimentation, on peut décider d'expérimenter, d'explorer, d'étudier une chaîne opératoire technique en particulier. Je vais prendre un exemple, la chaîne opératoire de traitement des peaux. À ce moment-là, on va étudier différents types d'outils qui vont servir à travailler une peau. Donc, ici, l'exemple le plus classique, c'est le grattoir. Donc, là, il faut faire des études en ethnologie, ethnographie pour comprendre c'est quoi la chaîne opératoire de traitement des peaux, quelles actions il faut poser sur la peau pour la transformer, puis la partir d'une peau fraîche extraite d'un animal, puis en faire une matière à partir de laquelle on va pouvoir se confectionner des vêtements ou des fournitures durables. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cibler les différentes actions, puis les différents gestes, la façon de poser ces actions-là, puis dans quel ordre, pour arriver à faire un produit utilisable et durable. Donc, dans le cas du travail des peaux, il va y avoir, premièrement, on va retirer la peau de l'animal, on va écharner la peau, enlever sur une peau fraîche, il faut enlever des fois les derniers lambeaux de chair qui peuvent rester, il faut enlever la première couche de gras aussi. Donc, ça va prendre un grattoir qui va être, pour cette tâche-là, ça prend un grattoir qui n'est pas émoussé, là, qui est vraiment ce que son bord n'est pas usé pour avoir un impact satisfaisant sur la peau. Quand on fait de l'expérimentation, il faut s'assurer d'avoir l'impact voulu parce que sinon, ça ne reproduit pas le geste utile puis ça ne reproduira pas une vraie trace là, qu'on aurait eue naturellement là, si le geste avait sur un outil qui a vraiment été utilisé pour faire ça. Après, l'autre étape, c'est il va falloir casser les fibres parce que la peau, en séchant, elle va devenir rigide. C'est certain que celle-là, c'est pour représentatif, elle est bien trop devenue rigide, là. Mais normalement, on ne l'abandonne pas comme ça. On va s'assurer de la maintenir pas trop sec pour pas qu'elle s'abîme. Puis, il va falloir... mais par contre, elle va quand même avoir un certain degré de rigidité. Il va falloir casser la fibre pour assouplir la peau. Puis, il va y avoir un premier assouplissement, la peau va être plus raide. Il va y avoir d'autres assouplissements, la peau va devenir de plus en plus souple. Ce qui fait que les traces ne seront pas les mêmes parce que, comme j'expliquais plus tôt, les combinaisons de traces caractéristiques du travail d'une matière rigide ne seront pas les mêmes que la combinaison de traces caractéristiques du travail d'une matière souple. Il va y avoir plus de cassure quand on travaille sur du rigide. Il va y avoir plus d'émoussage et d'émoussé et d'abrasion si on travaille sur une matière souple. Donc, par exemple, si je veux assouplir ma peau, il va quand même falloir que j'applique une pression satisfaisante là, pour que ça vienne travailler ma peau. Assouplir, casser la fibre. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, pour mon référentiel, il va falloir que ce grattoir-là, il est dédié spécifiquement à cette tâche-là. Parce que moi, ce que je veux, c'est la combinaison de traces qui correspond à le cassage d'une fibre rigide. Parce que là, une autre étape, pour faire l'autre étape, je vais changer mon objet, qui est ma reproduction, là, parce que c'est je rappelle que c'est pas des objets archéologiques qu'on utilise, c'est des reproductions d'outils. Donc, à la dernière étape de fabrication de traitement de la peau, elle va être déjà souple. Fait que là, à ce moment-là, je vais encore utiliser mon grattoir, un autre grattoir dédié à ça, à cette étape-là, puis je vais pouvoir observer les traces que ça donne sur une matière souple. Normalement, le grattoir, pour assouplir quand la peau est déjà souple, ça va prendre un bord un peu plus émoussé parce que là, ce que je veux surtout pas, c'est percer ma peau. Alors ça, c'est des informations qu'on risque d'avoir quand on fait une étude ethnologique d'une chaîne opératoire. On va savoir quelles sont les préférences des gens qui pratiquent ces gestes-là. Donc, c'est des détails qu'il faut quand même considérer dans notre protocole expérimental.
Mais par contre, le grattoir, de façon classique, on l'associe au traitement des peaux. Mais quand j'ai fait mon référentiel expérimental pour mon doctorat, j'ai quand même pris soin d'utiliser des grattoirs sur d'autres matières, sur de l'os, sur de l'andouiller. Puis, depuis que je fais des analyses tracéologiques, il n'est pas rare, même très couramment, j'identifie souvent des grattoirs qui n'ont pas du tout servi sur une peau, qui ont servi sur à enlever l'espèce d'écorce que tu peux avoir sur un os ou sur de l'andouiller. Autre fait intéressant avec la tracéologie, c'est que les outils ad hoc, on dit ad hoc parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est des outils qui ne seront pas façonnés comme une pointe comme ça. C'est des éclats de taille qui ont été extraits d'un nucléus dans le but de produire des éclats pour fabriquer des outils. Mais sur place, sur le site, il y a quelques éclats comme celui-là, par exemple. Ah, tiens, il y a un bon tranchant, un tranchant naturel qui va être très, très, très efficace pour avoir un impact sur de la matière, que ce soit pour couper ou gratter. Il sera pas... C'est sûr qu'à partir du moment où il va commencer à s'émousser, j'en aurais plus... il va être moins efficace. Fait que vu que c'est un outil qui m'a rien coûté, gratuit, que j'ai eu, c'est un déchet de taille de toute façon, ça ne me dérangera pas de le jeter puis d'en prendre un autre. Donc, non seulement c'est un outil c'est un outil qui va représenter pour de vrai ce qui s'est passé sur le site parce qu'il va avoir été créé là, il va avoir été utilisé là, il va avoir été jeté là. Donc, c'est pas un outil qui risque d'avoir été utilisé ailleurs, apporté, puis que finalement, il peut représenter des activités qui ont eu lieu sur plusieurs sites. Donc, repérer les outils ad hoc sur un site va permettre de valider un peu, de venir conforter l'interprétation en ce qui concerne ce qui a vraiment eu lieu comme activité sur le site. Le problème, c'est qu'à première vue comme ça, c'est juste un éclat, c'est pas un outil. Fait que dans les assemblages, ils vont souvent être mis dans les sacs d'éclats. Donc, ils ne seront pas comptabilisés parmi les outils, ni considérés. Avec la tracéologie, on est capable de les repérer. C'est certain que sur le terrain, il y a une première phase de repérage qui peut avoir lieu, là, parce qu'il peut y avoir des... à l'œil nu, là, on se rappelle qu'on peut voir certains stigmates d'usure, des dommages, là, finalement. Alors, ce que ça fait, c'est que l'archéologue sur le terrain, il va dire, ici, il soupçonne que ça peut être un éclat utilisé, normalement, il va le mettre à part avec les outils, il va l'inventorier comme tel. Voici un outil, un éclat qui peut être utilisé. Puis, avec la tracéologie, nous, on peut prendre ces éclats-là en particulier puis aller valider est-ce qu'il a été utilisé, oui ou non, puis à quoi il a servi. Donc, c'est des outils comment je dirais ça, c'est des outils gratuits qui ne coûtent rien et qui peuvent par contre nous révéler beaucoup de choses sur ce qui s'est passé sur le site. Et il y a juste la tracéologie qui va permettre de les faire parler finalement. Puis, si je reviens avec les choses qu'on découvre en faisant nous-mêmes des expérimentations, j'ai pu constater qu'un éclat, c'est un outil très efficace, mais pas longtemps. 45 minutes à peu près, j'avais envie de le changer parce qu'il coupait moins bien, était moins efficace. Donc, c'est des données quand même qui sont importantes à considérer quand on souhaite étudier les modes de vie puis étudier la technologie du passé. La constitution d'un référentiel expérimental, ça se fait en plusieurs étapes, comme ici dans le laboratoire d'analyse lithique. Ça fait au moins 10 ans qu'on y travaille. Certainement, c'est sûr qu'on n'est pas à temps plein là-dessus. Là. Ça va au gré c'est une combinaison de micro-projets, de référentiel expérimental qui nous permet de le bonifier d'année en année. Parce qu'il faut toujours mobiliser des étudiants, il faut mobiliser une équipe, il faut faire ça intensif. Donc, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, avoir du monde qui utilise les outils, puis que là, on se coordonne on observe les outils entre chaque utilisation. C'est énergivore et ça prend beaucoup de temps, comme je l'ai dit. Donc, on s'est demandé avec Jacques Chabot si on ne pouvait pas utiliser les avancées, mettre à profit pour nous les avancées technologiques en informatique. Parce qu'on entendait beaucoup parler d'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à bonifier nos référentiels expérimentaux sans augmenter notre charge de travail? Parce que là, on arrive
sais, de façon réaliste, là, quand on monte un protocole de labo pour faire des expérimentations, on va rarement au-delà de 60 minutes d'utilisation parce que déjà là, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors maintenant, mais par contre, on peut penser que les outils utilisés réellement dans la paléohistoire, ils étaient utilisés beaucoup plus que 60 minutes. Donc, on s'est demandé, est-ce que l'intelligence artificielle, on apprend à un système d'intelligence artificielle, si on apprend à l'ordinateur, on y passe nos données d'évolution de traces, puis on y explique comment les comprendre, est-ce qu'il va être capable de projeter au-delà de 90 minutes une utilisation, comment la trace continuerait à se développer. Ça a déjà été tenté, là, Jacques Chabot a déjà travaillé avec ses collègues en France, en Europe, sur des possibilités mécaniques de faire évoluer une trace sans avoir besoin que l'humain le fasse, avec une machine qui continue à gratter. C'est surtout dans le domaine agricole là, que ça a été fait, avec le travail de végétaux. Mais c'était encore là, ça n'enlève pas qu'il faut quand même qu'il y ait un tracéologue qui regarde comment la trace se développe, puis ça aide pas de ce côté-là. Puis c'était très compliqué à monter aussi. Donc on a décidé d'aller, on a commencé à travailler avant la pandémie à un espèce de projet pilote pour voir est-ce que ça se peut, est-ce que la machine va être capable d'extrapoler au-delà du temps qu'on a fait à la main, là. Donc, c'est avec le département de génie informatique de l'Université Laval qu'on a travaillé avec M. Xavier Maldag et une de ses étudiantes au doctorat c'est ça son sujet de doctorat, c'est de voir est-ce que ça se fait. C'est la première question qu'on se pose. Là, on en est encore là. Donc, je n'ai pas encore les résultats de l'étudiante en question, mais on on a fait un projet expérimental juste pour ça, encore plus rigide que d'habitude, parce que là, il fallait qu'elle puisse dire à la machine tel point, que la machine puisse voir un point bien précis se développer jusqu'à 60 minutes. Donc, est-ce que la machine va être capable de comprendre, parce que nous, on fait des observations quantitatives, mais on fait aussi des observations qualitatives. Donc, le cerveau humain puis la raison humaine vient beaucoup jouer dans l'interprétation de la compréhension de nos données tracéologiques. Donc, est-ce que, avec le diagnostic prédictif de la machine, c'est quelque chose qui va être... est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'elle va être capable d'absorber tout le processus mental qu'on fait? Ce qui est sûr, c'est que le but, c'est zéro que la machine fasse le tracéologue. C'est juste pour au niveau du référentiel expérimental, en fait. Donc, c'est ça. On en est là à suivre pour est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider. C'est certain que l'ordinateur ne remplacera jamais l'humain, là, en mon sens, surtout pas en tracéologie, parce que ça prend, comme j'expliquais tout à l'heure avec l'expérimentation de terrain, toutes les données de terrain plus anthropologiques, ethnologiques, dont on a besoin pour bien comprendre, bien interpréter ce qui se passe sur nos outils. Ça, c'est certain que l'ordinateur ne sera jamais capable de mettre en valeur cet aspect-là. Merci de votre attention. J'espère avoir piqué votre curiosité pour un sujet qui me stimule et me motive énormément depuis déjà une quinzaine d'années et plus, je crois. Alors, je vous invite à poursuivre, à vous documenter là-dessus. Il y a quand même certaines choses disponibles qui existent sur le web. Merci.